on va repasser dans la période actuelle, voire même avec un peu de prospective, avec peut-être la conclusion qu'on va devoir aussi mobiliser des stratagèmes. Mais pour ceci, je cède la place à Alexandre Girard pour finalement nous repréciser à la fois le cadre de financement des universités, mais avec quand même un focus sur l'aspect infrastructure, ce qui est évidemment pas anodin. Généralement, on connaît assez bien la question du financement global des universités. Le volet infrastructure est parfois un petit peu moins connu. Et donc, je vous cède la parole avant d'ensuite mettre ces deux exposés en dialogue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et merci aussi pour ce superbe titre qui n'est pas de moi, donc la quadrature de la brique. Et donc comment encore budgéter les infrastructures dans le cadre du financement des universités francophones. Alors je dois présenter un petit disclaimer. Donc je suis prof de finance au départ à l'université Saint-Louis et je travaille depuis 2020 comme expert sur le financement de l'enseignement supérieur auprès de la ministre de l'Enseignement supérieur, et donc pour avoir une parole plus libre. Donc ce ne sont que mes paroles, et elles n'engagent personne d'autre. Et donc les erreurs sont aussi les miennes. Alors, première perspective, si on me dit il y a un problème de financement des universités en Belgique, eh bien le premier réflexe que j'ai, c'est regardons le financement des universités en Belgique francophone. Et quand on regarde le financement des universités en Belgique francophone, en 2011, on est à 662 millions d'euros. Et cette année, c'est la première année, donc pour le budget 2023, eh bien on va franchir le milliard. Et donc 1 milliard 40 millions pour le financement des universités en Belgique francophone. Et on voit avec 2 points un peu d'accélération les années 2015 et 2021. Donc un budget qui croît et qui représente donc une progression suffisamment importante au fur et à mesure du temps. Alors, la plupart des gens qui sont habitués des chiffres vont nous dire ce chiffre-là est sans doute peut-être un peu trompeur. Première analyse, qu'en est-il par rapport au financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Est-ce que c'est une part importante de la Fédération ou une petite part ? Bien, déjà, premier constat, c'est un peu plus nuancé. Ici, le financement des universités, alors à l'exception des financements spécifiques dédiés à la recherche, c'est en moyenne, sur très longue période, entre 7,5% et 7% du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Avec, comme on le constate sur la ligne rouge, finalement peu d'évolution au fur et à mesure du temps. Donc on pourrait se dire, premier graphique, le financement des universités croît. Deuxième graphique, le financement est plutôt stable dans le temps, dans le budget de la fédération. Ça veut dire que les universités représentent une part constante dans la fédération. Et pourtant, on a tous à l'esprit que le financement des universités est moins confortable qu'il n'a pu l'être par le passé. D'où ça vient ? Eh bien, ça vient de ce graphique suivant. Et là, le schéma est tout à fait différent. Ici, on représente le financement par étudiant pondéré par son domaine d'études. Et donc, je ne sais pas si vous le savez, donc les universités, chaque étudiant est dans un domaine, et en fonction de son domaine d'études, ils sont financés à 1, à 2, à 3, et puis il y a même des coefficients multiplicatifs pour certaines filières un peu spécialisées. Donc, pour donner un ordre de grandeur, un étudiant qui serait dans une faculté de sciences économiques et de gestion est financé à peu près à 1, et un étudiant en faculté de médecine dans les dernières années est financé à 3, pour vous donner une représentation. Alors, il y a tout un tas d'autres coefficients qui rentrent en ligne de compte, mais si on tient compte de la croissance de la population étudiante, avec des années qui sont très proches du graphique que je vous ai présenté précédemment, eh bien, on observe cette baisse continue des moyens dédiés à chaque étudiant. Puisque les moyens sont stables, que la population étudiante croît fortement, eh bien, on observe cette diminution de financement par étudiant. Les universités ne sont pas frappées de la même manière par ces chiffres. C'est-à-dire une université qui a une croissance plus forte ou une université qui a une part plus importante dans les sciences sociales qui sont moins pondérées souffre plus de ce définancement tel qu'il est appelé par les recteurs. Et donc, quand on regarde par exemple l'ULB, qui a une proportion plus grande d'étudiants en sciences sociales que les autres universités et une croissance plus forte de sa population étudiante, eh bien, c'est une université qui souffre
davantage dans cette dynamique. Alors, cette évolution de la population étudiante, elle est liée à deux phénomènes qui ont été un peu mis en lumière par mon collègue de l'Université Saint-Louis qui s'appelle Jean-Paul Lambert. Ce sont les phénomènes à la fois de massification de l'enseignement supérieur et de démocratisation de l'enseignement supérieur. Quand on parle de massification de l'enseignement supérieur, on fait davantage référence à des critères qui sont des critères démographiques. Si la population croît, on s'attend à avoir davantage d'étudiants dans l'enseignement supérieur et dans les universités, ce fut le cas par le passé. Le phénomène qu'on observe davantage aujourd'hui, c'est le phénomène de démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est le fait qu'au sein d'une classe d'âge, de plus en plus de jeunes s'orientent vers l'enseignement supérieur et notamment vers les universités. Et donc l'université est aussi capable d'attirer au sein d'une classe d'âge une proportion d'étudiants qui est de plus en plus importante. Du côté du pouvoir politique, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est négatif. C'est davantage d'étudiants qui vont se former, qui vont essayer d'acquérir un diplôme. Et c'est une tendance qui n'est pas unique en Europe ou dans les pays de l'OCDE. La Belgique est en quelque sorte dans la même tendance que les autres pays. Donc on va avoir ici ce phénomène de démocratisation de l'enseignement supérieur qui donne des résultats qui sont très positifs. Sur l'enseignement donc en Belgique, on vient d'avoir les résultats donc, du rapport de l'OCDE. On a aujourd'hui, donc, dans la population qui est jeune, donc c'est les 18-25 ans, on a plus de 50% de la population qui dispose d'un diplôme de l'enseignement tertiaire. Mais ça a des impacts négatifs, cette croissance forte de la population étudiante. Premier élément, le taux d'encadrement est au plus bas dans les universités. On le mesure par ce qu'on appelle le student-staff ratio, donc c'est le nombre d'étudiants par rapport au staff, enseignants, assistants et staff administratif. Et on constate qu'il y a ici une baisse très forte du taux d'encadrement. Pour donner un ordre d'idée, donc on est vraiment dans les pays les plus bas qui sont la Turquie par exemple, on a le même taux d'encadrement. Et des taux de réussite qui sont préoccupants puisque le taux de réussite en bachelier pour l'ensemble des pays de l'OCDE est de 38%, ce qui est relativement faible. Alors, premier élément, donc quand on voit tous ces chiffres, on va se dire notre première ressource, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans quel état est la situation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Bien, vous le savez, pas très bonne. Donc ici, on a la représentation du déficit de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la figure 1, et de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est la figure 3. Sur le déficit, évidemment, il y a la crise sanitaire qui donne ce point bas ici en 2020. La situation s'améliore un peu sur les perspectives de l'année 2021, mais avec la crise énergétique, 2022 est en fait un peu en dessous que le point estimé, et 2023 est sans doute un peu meilleur que ce qui a été estimé, puisqu'on imagine que le budget donc 2022 va présenter un déficit d'environ 900 millions, et pour l'année 2023, on imagine que ce sera encore 900 millions, ce qui est un peu mieux que ce qui avait été imaginé par les calculs du CERP, où ils imaginaient 1,2 million. Dans le même temps, cette accumulation de déficit se traduit par une augmentation très forte de la dette. On imagine qu'en 2023 ou en 2024, la dette de la fédération sera supérieure à 100% de ses recettes. Ça veut dire que la dette devient très importante pour une institution qui n'a pas des capacités fiscales qui sont propres. Et si les taux d'intérêt montent, ça devient encore plus compliqué de gérer une dette aussi lourde. Alors, ça, c'est la vision globale du contexte dans lequel on est. Prenons maintenant un point un peu plus centré en regardant la situation des universités. Alors, j'ai fait ici un tableau comme si j'avais une seule université en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, elle a un budget, cette université en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'1 milliard. Un peu plus d'1 milliard si j'exclus le refinancement de l'enseignement supérieur. Ensuite, le pouvoir politique a prévu des obligations liées aux dépenses des universités. Donc, 2 obligations. D'abord, il faut mettre au moins 10% de ce milliard dans l'aide à la réussite. Et il faut mettre au moins 17,5% de ce milliard dans la recherche. Ça, ce sont des obligations qui peuvent se justifier différemment selon les universités. Donc, on peut mettre tout un tas de dépenses qui permettent de justifier cet élément. En plus de ça, le pouvoir politique a prévu des enveloppes dites spécifiques
Ce sont des enveloppes pour être sûr que l'université consacre un montant minimal à des objectifs particuliers. On a créé des enveloppes qui sont dédiées et sur lesquelles la justification ou l'utilisation ne peut se faire que sur les éléments qui sont précisés. Donc la première que j'ai mentionnée, c'est l'aide à la réussite. Donc il existe en plus des 10% une aide à la réussite spécifique et qui fait à peu près 10 millions d'euros. Il existe aussi des subventions sociales qui sont spécifiques dans lesquelles on a les financements, donc parfois des cotes, parfois des restaurants universitaires, parfois les locaux, les lieux de vie des étudiants. Et ensuite, on a dans le financement des universités un maximum qui ne peut pas être dépassé en frais de personnel. Donc j'ai pris ici la moyenne des universités, on est à 78% de frais de personnel. Donc sur ce milliard, eh bien, il y a 800 millions à peu près. Alors certaines sont à 100%, à 80% pile, d'autres un peu en dessous. Et donc on a 800 millions, donc ce sont les salaires de l'ensemble des membres du personnel des universités. Pour les personnels qui sont sur le payroll, en tout cas associés à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ensuite, on arrive enfin à notre budget infrastructure. Le budget infrastructure, il y a 2 éléments. Le premier élément, c'est l'enveloppe obligatoire dédiée aux infrastructures, et c'est la première ligne que j'évoque. Donc jusqu'en 2022, donc elle était de 12 millions, donc ça c'est l'estimation du montant de 2022. Elle était de 12 millions d'euros, donc il y a 12 millions d'euros pour l'ensemble des universités qui est affecté obligatoirement aux infrastructures. Pour ceux qui voient le budget infrastructure de l'ULB, vous voyez bien que, évidemment, c'est petit par rapport à la représentation de l'ensemble des institutions. Où est-ce que l'institution trouve des moyens complémentaires ? Eh bien, elle le trouve dans les moyens autres qui ne peuvent pas être affectés à du personnel. Et ça, c'est la dernière enveloppe que j'ai appelée frais de fonctionnement disponibles. Et donc, les universités sont dans ces frais de puisent dans ces frais de fonctionnement disponibles pour financer des infrastructures de manière complémentaire aux 12 millions que j'ai évoqués juste avant. Et donc, dans cette deuxième enveloppe, les besoins pour les infrastructures luttent avec les autres besoins des universités. C'est-à-dire le chauffage, puisqu'on en parle en ce moment, les éléments informatiques, tout un tas d'éléments qui sont liés au fonctionnement des universités hors frais de personnel. Donc les moyens de recherche, par exemple, donc des machines, des laboratoires peuvent être donc pris sur cette enveloppe. Là, l'enveloppe devient plus conséquente, donc c'est 184 millions, et ça dépend du choix d'affectation des différentes universités. Donc ça peut être plus grand ou moins grand en fonction du choix des universités. Alors si je repars de mon enveloppe de 12 millions, bien on est quand même loin de ce que voulaient les recteurs. Donc avant les élections législatives, ils ont rédigé ce qu'ils appellent un mémorandum du Conseil des recteurs francophones. Et dans ce mémorandum, ils avaient essayé d'estimer les besoins qu'ils avaient en infrastructure. Donc je dis les recteurs, oui, à cette époque-là, il y avait des recteurs. Et donc, ils ont essayé d'estimer les besoins qu'ils avaient donc, sur les infrastructures. Donc ils ont estimé le parc immobilier, un peu plus de 3,5 milliards. Et ils ont dit il faut mettre au minimum 1,5%. 1,5%, c'est 55 millions d'euros. Et donc, on demande d'avoir 55 millions d'euros sur les infrastructures, sachant qu'ils demandaient, en termes de refinancement de l'enseignement supérieur, 150 millions d'euros pour l'ensemble des universités. En indiquant aussi des conséquences potentielles, donc des problèmes liés à l'inadéquation des pratiques pédagogiques, des problèmes d'attractivité des universités francophones belges, problèmes d'obsolescence, problèmes d'adaptation aux normes ou de transition écologique, et des difficultés liées à la surutilisation des ressources. Et donc on arrive finalement au titre, au magnifique titre qui était « La quadrature de la brique ». Alors la quadrature, au départ, c'est le problème insoluble, et je dois bien vous dire qu'on n'est pas loin du problème insoluble, donc le titre est parfait. J'ai essayé de lister tous les défis auxquels les universités font face pour le financement des infrastructures. Il y a d'abord le fait que la population étudiante croît, mais il y a aussi les demandes de la société vis-à-vis des universités qui croissent. Donc de plus en plus, on demande aux universités d'assurer des missions qui sont plus grandes, et où on puise ces missions, bien dans le budget des universités qui, lui, ne croît pas. Et donc ça reste des éléments qui sont difficiles. Autre élément, sur les infrastructures, là plus spécifiquement, bien, les normes évoluent. Et il devient de plus en plus difficile et plus coûteux de mettre en œuvre des nouveaux travaux.
Et donc, face à tous ces problèmes-là, eh bien, que peut-on faire? Un premier élément, c'est, je vous ai évoqué des questions de taille d'enveloppe et d'attention que l'on pouvait avoir sur l'un ou l'autre élément à l'intérieur du budget des universités. Eh bien, dans le cadre du refinancement de l'enseignement supérieur, que je suppose vous connaissez, donc qui a été augmenté l'année dernière de 50 à 80 millions d'euros, qui est prévu pour l'ensemble de la législature. Alors 80 millions d'euros, c'est beaucoup, et en même temps, vous avez noté que les recteurs voulaient 150, juste pour les universités. Ici, on est à 80 millions d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche. Dans ces 80 millions d'euros, les infrastructures universitaires ont une part qui est une part très significative. Alors, une part très significative, ça veut dire qu'il est réservé dans ces 80 millions d'euros 9,53 millions qui sont dédiés spécifiquement aux infrastructures. Donc, dans l'enveloppe tantôt que j'ai évoquée de 12 millions, eh bien, à partir de 2023 et 2024, il y en aura 9 de plus. Ça veut dire pour l'ULB, 2,5 millions à peu près supplémentaires dans l'enveloppe spécifique des infrastructures. Le budget infrastructure sera également augmenté du fait de l'augmentation du budget général, donc on appelle allocation globale de fonctionnement. Et là, les universités voient leur budget global augmenter de 16 millions d'euros. Et donc, ici, on va avoir donc 20% du refinancement de l'enseignement supérieur qui est dédié ici aux allocations globales. L'élément le mieux financé dans cette répartition du refinancement de l'enseignement supérieur et de la recherche, en fait, c'est la recherche. Et la recherche obtient 20 millions d'euros sur les 80 millions d'euros. Et donc ensuite, vous voyez donc ici des pourcentages importants qui sont notés. Mais les bâtiments n'ont pas été oubliés, ou en tout cas, il y a une attention particulière dans les objectifs du gouvernement pour soutenir les infrastructures. Alors ça, c'est dans les moyens limités de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'autre possibilité de résoudre les problèmes de quadrature du cercle, eh bien, c'est d'aller voir des ressources extérieures. Et l'une des ressources extérieures, eh bien, c'est le plan de relance qui s'appelle EU Next Generation, qui est un plan complémentaire qui permet ici de mettre en œuvre des travaux de rénovation énergétique des infrastructures et qui viennent ici, en quelque sorte, apporter un complément au budget de la Fédération. Le budget d'ensemble du plan EU Next Generation, c'est 750 milliards, donc c'est beaucoup. Et dans ce budget-là qui a été donc sur l'ensemble de l'Europe, la Fédération Wallonie-Bruxelles en a eu 450 millions, et dans ces 450 millions, donc il y a 38 millions qui sont prévus pour les universités dans un plan de rénovation énergétique des infrastructures. Donc ce subside européen est complété, donc c'est un financement complémentaire. En plus de ce financement européen, il y a une petite part de la Fédération qui vient ici contribuer au financement de la TVA sur cette subvention. Et enfin, il y a également donc des universités qui contribuent, puisque si vous voyez la taille des projets estimés pour les universités, c'est 57 millions d'euros. Et donc 57 millions d'euros, on fait la différence avec les 38. Et donc on voit bien que les universités ont profité de ce plan de relance pour pouvoir mettre en œuvre des travaux qui dépassent largement ce plan de rénovation énergétique. Alors dans sa traduction au sein de l'ULB, donc c'est le bâtiment L, donc c'est la rénovation du bâtiment L, qui fait 9400 m², donc ça va représenter 19% en termes de mètres carrés, des mètres carrés qui sont atteints par le plan de rénovation énergétique des universités, qui est d'un peu plus de 50 000 euros. Et ces projets vont permettre une économie d'énergie qui sera supérieure à 30%. C'était l'un des critères de l'Union européenne. Comment sont financés ces différents projets dans le cadre du plan de relance européenne? Eh bien, c'est de la dette supplémentaire, mais de la dette, ici, de la dette verte. Et donc, quand on parle souvent de financement vert sur les marchés financiers ou de finance verte, eh bien, l'ULB contribue au développement de cette finance verte par l'intermédiaire du plan de relance, puisque le bâtiment L, en tant que dépense verte surveillée par l'Union européenne, eh bien, l'Union européenne, pour le financer, émet des obligations vertes pour pouvoir obtenir le financement qui est ensuite donné à l'ULB. Donc ici, on a à la fois une innovation financière
qui concernent le développement de la finance durable et en même temps des innovations liées aux mécanismes de mise en œuvre du plan de relance, où je pense que ceux qui collaborent à ce projet voient bien l'ensemble des demandes supplémentaires qui viennent d'arriver avec l'Union européenne, des nouvelles règles. Donc on parle de ne pas causer de dommages à l'environnement, on parle de tout un tas d'éléments supplémentaires qui sont des réglementations nouvelles dans le but d'améliorer aussi la transition écologique. Et donc, en conclusion sur mon problème insoluble, je crois que je ne l'ai pas résolu. Et donc, ça aurait été bien si j'avais été capable de le faire. Donc, je reste toujours avec notre problème de quadrature de la brique. Toutefois, ce que j'évoque, c'est que ça répond à deux difficultés. Enfin, comment on peut gérer c'est résoudre deux difficultés. Premier élément, c'est une attention particulière. Une attention particulière dans le refinancement de l'enseignement supérieur pour avoir une partie qui est dédiée au bâtiment et une attention à l'intérieur des établissements pour que la partie infrastructure soit suffisante. Et je sais que c'est très difficile à l'intérieur des institutions, puisqu'il y a plein de besoins liés à la croissance de la population étudiante, et que si l'on souhaite maintenir un parc d'infrastructures viable, eh bien, il faut faire, malheureusement, dans le budget des universités, éventuellement des petits sacrifices. Donc ça, c'est dans le cadre du budget. Évidemment, il y a la possibilité de faire appel et de profiter de financements qui sont externes. L'Union européenne et le plan de rénovation énergétique a été quelque chose, vraiment une bouffée d'air pour de nombreuses institutions. On en attend d'autres. Dans le cadre du Green Deal, il y a une réflexion en ce moment sur un plan qui s'appelle Repower, qui serait aider des institutions peut-être pour faire face au coût de l'énergie. Et puis, il existe des acteurs qui, utilisant les nouveaux financements innovants de la transition écologique, permettent de financer des projets. Je pense notamment à la Banque européenne d'investissement qui finance les projets d'infrastructure qui peuvent contribuer à la transition écologique. Et j'ai associé aussi les prêts verts, les green bonds. Donc on a aussi des investisseurs qui recherchent des possibilités de financer ce type de projet. Et donc c'est ce qui peut donner des perspectives intéressantes. Tout ça pour faire face aux nombreux défis auxquels les universités font face, la croissance de la population étudiante, la transition écologique, l'adaptation aux normes pédagogiques et aux normes techniques des bâtiments. Voilà, je vous remercie.